Merci. Pour tous ceux qui m'écoutent, je me présente d'abord. Je suis Théabe Boris, maître de conférence à l'INP Toulouse, qui est plus précisément à l'INSET, qui est une école de l'INP Toulouse. Donc, j'officie en tant que responsable pédagogique dans le certificat. Donc, c'est pour ça que je suis responsable de présenter votre speaker de ce soir, qui est Cédric. Donc, pour donner un peu un contexte à tout ceci, cette conférence s'inscrit dans un cycle de conférences organisé dans le cadre de la formation du certificat Toulouse Tech, Sciences des données et Big Data. Donc, pour ceux qui rejoignent la conférence pour la première fois, donc ce cycle de conférences comprend 5 conférences et qui portent principalement sur les retours d'expérience sur des applications industrielles pour illustrer des cas d'application de manière concrète et des ouvertures visant à mettre en lumière des enjeux éthiques comme le respect de la vie associé au traitement de données et encore le développement durable des conférences. Le développement durable, excusez-moi. Donc, les conférences sont organisées entre octobre et février. Donc, aujourd'hui, notre speaker sera Cédric Giorgi, j'espère que j'ai bien prononcé, qui est directeur général adjoint de Caduceo. Donc, pour parler un peu de Cédric, je dirais qu'il a obtenu un diplôme d'ingénieur en informatique et électronique à l'INSA de Toulouse en 2006 et ensuite un master spécialisé à TBS, donc Toulouse Business School en 2007. Je dirais qu'il est très actif dans tout ce que je pourrais appeler comme environnement de start-up, avec sa participation en tant que fondateur à French Startup Network, sa participation au programme Angel Atomico et en tant que membre du board de la French Tech Toulouse. Donc, il a participé en tant que speaker à plusieurs conférences technologiques, et je ne vais pas lister pour qu'on ne passe pas toute la nuit. Donc, pour dire quelques mots de son entreprise, de l'entreprise Caduceo, son entreprise est spécialisée, cette entreprise est spécialisée en traitement de données de santé pour l'analyse, l'optimisation et de la prédiction de parcours de soins dans les établissements hospitaliers et les cliniques. Donc, ce soir, Cédric va nous entretenir sur le thème données de santé, opportunités et complexité. Donc, il présentera un panorama des données de santé, des opportunités qu'elles présentent pour l'amélioration du système de santé, pour la recherche, mais aussi dans la création de nouveaux services logiciels, start-up. Au-delà des opportunités, il parlera également des complexités dans ce secteur, nous donnera quelques mots sur les techniques et aussi également des réglementations. Et également, quel est l'impact de la COVID-19 sur les données de santé. Donc, je pense avoir fait une présentation, une présentation fidèle de Cédric, et je te laisse la parole pour que tu puisses commencer ton speech. Super. Merci beaucoup, Boris, pour cette introduction. Bonsoir à tous. Ravi d'être là. Je viens au bureau Caduceo, même si on est tous en télétravail, mais il me fallait un setup et surtout une organisation où je pouvais m'assurer de ne pas être dérangé par les enfants, ce qui se passe malheureusement quand on a des créneaux du soir. Donc je vais vous parler pendant 45 minutes. Alors, normalement, quand on est en présentiel, on essaie de faire ça de façon la plus interactive possible. Là, je m'excuse, je vais avoir du mal à regarder les questions ou les mains levées en même temps. Donc, on les prendra plutôt pour l'après. Mais surtout, n'hésitez pas à les noter, à les garder pour la suite. Le but est que ce soit un moment d'échange et que je vous partage ce que j'ai découvert récemment, puisque donc, je suis arrivé chez Caduceo en janvier 2020. J'ai choisi la bonne année pour aller dans la e-santé avec tout ce qui nous est tombé dessus. Caduceo a 6 ans, donc je vais vous partager à la fois ce que j'ai découvert sur ces 10 mois, mais surtout ce dont j'ai bénéficié, c'est-à-dire l'expérience et l'historique de Caduceo. J'ai déjà été présenté, mais j'avais fait la petite slide d'introduction. Donc déjà au-delà de la petite référence à la chanson qui m'est venue quand j'ai écrit « Je ne suis pas médecin », la première phrase, et en fait j'ai continué sur un peu comme « Je ne suis pas musicien », mais pour vous dire, je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, que ce soit docteur S-Science ou docteur praticien.
Et ce chemin des données, c'est un long chemin. On y met du cœur, c'est-à-dire de la bienveillance, de l'engagement, mais aussi beaucoup d'humilité. Donc, ce par quoi je voudrais démarrer ce soir, c'est dire, voilà, je vais vous présenter un panorama, une perspective, un retour d'expérience, absolument pas quelque chose d'exhaustif, par contre quelque chose basé sur l'expérience, sur un vécu. Et si je suis nouveau dans la e-santé, j'ai, comme ça vous a été présenté, un petit avantage pour moi qui est 15 ans d'expérience dans le monde des startups de la technologie, donc que j'essaie de mettre à profit avec Aduceo, startup basée à Toulouse. On est obligé de démarrer par un peu de définition. Le contexte a fait qu'on a beaucoup et qu'on parle beaucoup de données de santé. Donc c'est important de revenir sur la base. Il n'y aura pas trop de théorie, hein. Après, c'est beaucoup de partage sur du réel et des cas concrets. Mais voilà, je suis allé voir la CNIL. Alors, il y a plusieurs définitions, mais la définition qui est donnée par la CNIL, c'est pour une donnée santé, ce sont toutes les données à caractère personnel, donc qui concernent la santé, santé physique, mentale, que ce soit dans le passé, présente, dans le temps passé, le temps présent ou le temps futur, qui concerne une personne physique. Et ça comprend tous les services autour de votre santé. Et on parle bien de données de santé, et pas uniquement de données de soins d'ailleurs, hein, qui concernent uniquement le moment du soin avec un médecin ou dans un établissement. Quand on détaille un peu plus, pour comprendre l'étendue de ce qu'on entend par données de santé, il faut regarder donc dans le premier lot, les informations relatives à une personne physique, donc qui sont collectées dans le cadre, cette fois-ci, du soin ou de la prévention, hein. Ensuite, on a les informations qui sont obtenues par les examens, par les machines, par le praticien aussi, mais lorsqu'il utilise des différents équipements pour en fait, mesurer vos constantes, par exemple. Vous avez des informations qui concernent spécifiquement une maladie. Tout type de maladie, on voyait ici dans le descriptif qui est fait, aussi les traitements, l'état psychologique, ouais, donc quelque chose d'assez large. La CNIL différencie ensuite trois catégories de données. Donc, et c'est là où ça devient encore plus large et complexe dans leur appréhension, c'est que vous avez les données de santé par nature, celles que je viens de décrire, vos maladies, donc si on prend votre carnet de santé, votre DMP, hein, maintenant, voilà, le dossier médical, partager les prestations de soins qui sont réalisées quand vous êtes allé voir un médecin, quand vous êtes allé vous faire hospitaliser, les résultats d'examen, votre résultat de test Covid, que j'espère avoir été négatif. Et tout ça, voilà, c'est une première catégorie. La deuxième catégorie sont des données qui deviennent des données de santé parce qu'elles sont en fait croisées avec d'autres données. Et donc, le fait de faire une jointure, hein, puisque vous êtes beaucoup à être des techniques, donc de joindre des données qui ne sont pas forcément des données de santé, mais associées à une autre donnée, ça va devenir une donnée de santé. L'exemple qui est souvent pris, c'est les données qui sont notamment associées à des trackers d'activité physique, par exemple. Seul, en fait, le nombre de pas que vous faites par jour n'est pas une donnée de santé. Par contre, si vous combinez cette donnée sur le nombre de pas avec vos données personnelles, avec vos comorbidités, avec vos maladies, ce nombre de pas va devenir une donnée de santé parce que va être combiné avec par exemple, donc votre état de santé. Donc c'est cette notion d'extension par croisement. Et puis ensuite, donc une troisième catégorie que détermine la CNIL sur les données de santé en raison de leur destination. Donc où là, c'est vraiment en fonction de l'usage sur des données par exemple de ce qui se passe d'activités à domicile qui peuvent devenir des données de santé si on considère qu'une personne est hospitalisée à domicile et qu'on veut suivre l'état de la maison, par exemple. Voilà. Ce qu'il faut
comprendre de cette introduction, c'est que la notion de données de santé est définie de manière extrêmement large par le règlement européen, qui est ensuite réappliqué ici en France. Donc pour ne pas se tromper, il vaut généralement mieux avoir une vision large des données de santé et se dire que s'il y a un doute, c'est que c'est certainement une donnée de santé. Donc ça, c'est pas une règle de la CLIN, c'est plutôt un conseil de professionnel que je vous donne là sur cette définition. Les données de santé, je vais vous en montrer quelques-unes. Je vais vous montrer aussi au fur et à mesure là, forcément avec le biais de Caduceo, ouais, de notre activité. J'en parlerai par la suite au moment des opportunités où j'expliquerai un peu plus en détail ce qu'on peut faire avec les données et ce que fait Caduceo sur une partie. Pour vous donner de suite un des biais que je vais avoir, c'est Caduceo, notre terrain d'exploration, notre terrain de travail, pour pas dire notre terrain de jeu, c'est le secteur hospitalier. Donc, on va forcément avoir un biais sur le secteur hospitalier et en plus sur un premier biais qui sont les données médico-administratives qu'on va retrouver dans une grande base qui s'appelle le SNDS, donc le Système National des Données de Santé, qui est quelque chose d'assez unique dans le monde, hein, ce système de données, et qui permet beaucoup d'analyses, beaucoup de recherches. Je vais vous le présenter ici juste en détail. Donc on parle de données médico-administratives. C'est-à-dire on parle des données d'activité, donc ce qui se passe dans le panorama de la sécurité sociale, pseudonymisé, j'y reviens juste après, et qui couvre donc l'ensemble de la population française et l'ensemble des soins au remboursement. Donc si vous allez sur un soin non remboursé, cela ne remontera pas, ou si vous achetez un médicament non remboursé, vous ne le verrez pas en fait dans ces bases-là. Donc c'est quelque chose qui évolue. Il y a le Health Data Hub dont vous avez beaucoup entendu parler. J'ai volontairement fait le choix de très peu en parler, vous verrez. Donc il reprend en fait le SNDS et qui change les modalités d'accès à cette base de données. Le SNDS contient 3 bases principales et puis ensuite il y en a d'autres qui vont arriver, mais les 3 importantes à retenir. Donc c'est la base NIRAM qui inclut les données de l'assurance maladie, donc notamment tous les remboursements de vos soins en médecine libérale, donc chez votre docteur de ville ou les médicaments que vous êtes allé chercher à la pharmacie. Les données des hôpitaux, donc cette base PMSI, donc le PMSI pour programme j'ai un trou tout d'un coup, médicalisation du système d'information, donc qui fait remonter la totalité de l'activité hospitalière, donc dans les hôpitaux publics et la partie hospitalisation des cliniques privées, et la base CEPI-DC, donc sur les causes médicales de décès. Dans cette définition, vous avez un terme extrêmement important, vous avez peut-être déjà entendu, mais sur lequel je voulais faire un focus, c'est cette notion de pseudonymisation. Donc on va entendre beaucoup, il faut que les données soient anonymisées pour les travailler. Et puis quand vous rentrez un peu dans le secteur, vous entendez parler de pseudonymisation. Alors pseudo, quand vous venez du monde du web comme moi, c'est l'impression que ok, on a mis un pseudonyme sur un réseau social et ça donne les effets comme sur Twitter, on peut avoir les trolls. Pas tout à fait ça. Ici, la définition, c'est bien de rappeler que l'anonymisation, c'est une technique qui supprime tout caractère identifiant un ensemble de données, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus identifier quiconque dans une base qui a été anonymisée. La pseudonymisation consiste donc, comme vous pouvez le lire ici, à remplacer un attribut par un autre. Donc souvent, vous enlevez toutes les données personnelles, nom, prénom, adresse, et vous allez mettre un identifiant. Vous allez avoir besoin de cet identifiant, notamment pour quand vous avez besoin de regrouper les informations d'une base qui concerne la même personne. Je vous en parlerai tout à l'heure quand on parlera de parcours. Le problème de ça, c'est que si vous avez une méthode pour transformer des données personnelles, nom, prénom, en un identifiant, vous pouvez faire le chemin inverse, et donc vous pouvez désanonymiser en revenant, si vous avez notamment cette table d'association entre les données personnelles et l'ID
qui vous sert à la pseudonymisation. Il faut en être conscient en fonction des sujets dont on parle. En termes de panorama, il est impossible de vous lister toutes les sources possibles de données de santé, vous imaginez bien, d'où l'idée de vous présenter plutôt des exemples et de vous parler de ce programme qui s'appelle Ma Santé 2022. Si vous vous intéressez un peu au numérique en santé, vous en avez forcément entendu parler, encore plus à Toulouse, avec Dominique Pont, qui est directeur de Clinique Pasteur, mais surtout en mission pour le ministère de la Santé et des Solidarités autour de ce programme Ma Santé 2022. Donc vous voyez ce qu'ils ont créé comme maison avec un aspect infrastructure, les référentiels socles, des services socles ensuite, et puis la maison avec donc le bouquet de services pro, l'espace numérique de santé et le Health Data Hub pour l'exploitation des données dans un but de recherche et d'intérêt général. Je le précise bien puisque la mission du Health Data Hub est quand même bien précise, c'est donc de faciliter l'accès aux données pour de la recherche et donc un but de bien commun. La donnée santé, elle est partout là-dedans. Voilà, faut pas aller plus loin que ça. Et elle est sous différentes formes, à la fois sous différentes formes, sous différents formats, sous différentes sources. Pour vous montrer un peu ce que je veux dire par là, je vous ai trouvé, je ne sais pas si vous allez voir, je vais regarder mon écran tourner un peu là, mais donc vous avez ici quelque chose qui a été publié donc dans le American Medical Association, qui liste un certain nombre de données de santé. Donc en vertical, vous avez les types de données, et donc en horizontal, vous différenciez deux types de données, donc les données structurées et les données non structurées. Rapidement, hein, donc les données structurées, donc ce sont les données qui sont déjà organisées pour savoir, on va dire qui sont déjà mis dans des tables, hein, pour vulgariser, en ayant regardé la liste. Alors la complexité pour moi, je fais une petite parenthèse, c'est que j'ai regardé la liste des participants, donc vous êtes une grosse moitié effectivement à participer à ce programme via Tech Toulouse, mais il y a aussi une moitié, puisque ça a été relayé sur les réseaux, très diversifié, donc je vais essayer d'être le plus inclusif possible et didactique. Donc voilà, les données structurées, c'est une donnée qui est déjà formatée, et on va dire mise dans une case, et le texte est déjà bien découpé, et quand il y a par exemple une prescription, la donnée structurée, vous allez avoir le type de prescription qui est mis dans une case et vous savez le retrouver. La donnée non structurée, c'est quand vous avez à l'ancienne l'ordonnance de votre médecin qui est écrite en manuscrit, et il y a une photo qui est disponible, ou un PDF qui est disponible de ça, donc ça c'est la donnée non structurée. C'est ce qu'on voit en haut à droite sur aussi les instructions médicamenteuses. Donc là on voit plein de choses, on voit les diagnostics, on voit les procédures, on voit les données génétiques, on voit l'historique social, on voit l'historique familial. Vous voyez les notes cliniques qui peuvent avoir les rapports, les images sur la droite, là, toute cette partie données non structurées. Vous avez aussi les données qui sont de l'ordre de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Donc on partage aussi vous avez donc des données de santé dans ce qu'on projette sur les réseaux sociaux. Vous avez une société dont j'ai oublié le nom, ça me reviendra, qui est spécialisée dans l'analyse des données des réseaux sociaux à des fins médicales. Ça me reviendra, c'est pas grave. On en parlera, mais effectivement, sur toutes ces données, l'objectif, hein, est-ce que j'ai quelqu'un j'ai quand même voulu voir. Capcode. Merci, Arthur. C'était le nom que je cherchais. Je savais que Arthur Piankowski qui travaille avec moi chez Cadio, CO. Je savais que je pouvais compter sur l'équipe. Du coup, je continue. Je vais vous donner quelques exemples de comment la donnée de santé est utilisée et quel type de données de santé. Donc, c'est un mélange entre un exemple et aussi forcément une opportunité. Donc,
Et pour faire écho à Toulouse, j'ai pris quelques exemples de sociétés toulousaines et de sa région, et plutôt des startups. C'est mon biais, comme ça a été expliqué par Boris. Je vis et respire startup depuis une quinzaine d'années désormais. Vous avez DigiCare qui s'occupe du parcours de soins en orthopédie, et donc qui va proposer sa solution à destination du chirurgien, donc cette solution Hortense, qui va permettre de suivre en fait l'évolution du patient. Alors l'évolution sur tout le parcours, donc c'est en amont, communiquer avec le patient, et puis en aval de la chirurgie, suivre, vous voyez ici sur la droite, on devine l'état de santé d'un patient post chirurgie orthopédique. Les données sont sur la... Voilà, vous avez différents types de données là-dessus. Vous avez des données de santé, vous avez des données de suivi du patient, vous avez des données organisationnelles aussi, avec le suivi des rendez-vous. C'est cette diversité des données qui en fait tout son potentiel. Deuxième exemple, même si j'ai un peu parlé de pharmacie et d'ordonnance et de prescription, vous avez Monordo qui développe un système de digitalisation et de sécurisation de l'ordonnance et donc de suivi entre ce qui vous a été prescrit par votre médecin pour directement aller en officine et récupérer ce que vous devez prendre. L'intérêt, il est évidemment pas seulement dans cette ordonnance numérique, il est dans toute l'intelligence qui peut être faite une fois que cette donnée elle est structurée et donc elle est analysée. Et pour de suite vous donner un exemple là-dessus, ça veut dire que si vous avez un système intelligent qui lit votre ordonnance, vous êtes capable de d'être prévenu sur des renouvellements, sur une indisponibilité, sur aussi la communication entre la pharmacie et vous, pour atteindre différentes allergies. Là, je vous partage une donnée de santé. Et vous avez une autre conférence sur l'éthique des données, donc je peux adresser ce point-là, mais les données de santé, à chacun de décider ce qu'il souhaite en faire, même si certaines font l'analogie avec le sang, c'est-à-dire que le sang, c'est vous appartient. Par contre, c'est pas parce que ça vous appartient que vous avez le droit de le vendre. C'est pareil sur la donnée de santé. Il y a aussi cette notion de dire vous allez pouvoir peut-être organiser l'accès à votre donnée de santé, mais pas forcément le vendre en tant que tel. Bref, je ferme la parenthèse. Et mon ordo qui va pouvoir, donc mon exemple, pouvoir me prévenir dès lors que j'ai un renouvellement à faire, et ça va être automatiquement disponible en pharmacie. Je vais pouvoir aller chercher ma petite pilule que je prends tous les matins pour éviter d'être allergique aux acariens. Je vais avancer un peu. Notre exemple ici, c'était l'occasion pour moi de mettre en lumière là, de montrer la diversité des types de données de santé, mais mettre en lumière des sociétés qui ont avancé sur des opportunités. Le iMeds Healthcare, donc qui est basé à Foix, c'est un distributeur de médicaments connectés, mais donc piluliers connectés, mais qui est organisé par le praticien avec cette cassette là que vous voyez qui est remplie et qui donc suit la prescription du médecin et sur lequel en fait le patient n'a pas à intervenir. Il y a d'autres machines que vous ne présente pas là qui permet de remplir la cassette, et donc vous avez le patient qui peut chaque jour prendre ses médicaments et toute la donnée qui va être générée de suivi de la bonne prise de médicaments par le patient. Un dernier exemple pour cette partie exemple, pour démarrer, pour vous montrer vraiment, essayer en tout cas de vous montrer un petit panorama des types de données qu'on peut voir. Vous avez ces cohortes. Donc les cohortes, alors on a, qui regroupent, vous avez des cohortes rétrospectives, et puis vous avez des cohortes qui sont live, si je peux dire comme ça, qui vont suivre des patients dans la durée, et ces patients vont générer de la donnée, et cette donnée va ensuite permettre notamment de la recherche. Donc vous avez ici une cohorte Constance qui est
qui permettent de faire un suivi ici sur le diabète. Vous avez un grand nombre de cohortes comme ça qui sont construites par les établissements de santé qui génèrent de la donnée de santé. Sur la donnée, la question se pose aussi sur l'open data, hein, qu'est-ce qui est disponible en ouvert. Alors, sur les données, on va appeler données épidémiologiques, hein, donc les données de suivi global, la Covid a changé et a bougé un peu les lignes, comme je vais vous le montrer. Donc il est dur de dire comment c'était avant. Ce que je peux vous dire, c'est comment les choses ont changé. On a notamment participé à une initiative qui s'appelait Codata, et puis suivi toutes les initiatives du premier confinement, donc, où il y a eu un vrai élan de mobilisation de la communauté de data science pour aider ceux qui étaient au front, mais justement parce que les données de santé n'étaient pas forcément disponibles. Donc vous avez une initiative qui s'appelait Data Science, Data for Covid, ou un truc comme ça, il faudrait que je retrouve. J'ai un trou tout d'un coup. Est-ce que Arthur va m'aider là de nouveau? On verra. Donc un collectif s'est créé pour consolider les données officielles de l'épidémie Covid-19, puisque sinon c'était des rapports de l'ARS qui n'étaient pas sur la donnée structurée typiquement, hein. Donc vous aviez une infographie qui présentait les différentes données, mais qui n'était pas dans un format utilisable pour le suivi épidémiologique. Pour imager ce que je vous dis sur la disponibilité de la donnée en open data qui arrivait un peu tard, on peut voir quand est-ce que Santé publique France, qu'on connaît tous désormais pour, même sans être dans le secteur santé, pour être l'organe du gouvernement qui publie tous ces rapports et ces données de suivi de la pandémie Covid-19, la création de leur compte sur data.gouv.fr, hein, donc le portail Open Data du gouvernement, date du 18 mars. Donc vous vous doutez bien qu'avant, les données étaient certes disponibles, hein, vous avez d'autres bases, mais pas sur le portail Open Data de la France. Pour parler aussi que les choses continuent de bouger sur l'open data, mais de façon plus large que la santé, même si c'en est un chapitre important, c'est cette mission politique publique de la donnée que vous pouvez aller voir, qui a produit un certain nombre de recommandations, donc qui est poussée par Éric Botorel, notamment, pour faire évoluer et regarder comment on peut avoir, alors cette fois-ci la donnée évidemment complètement anonymisée, mais pour avoir plus de données et de codes sources autour de la santé notamment. Je voulais, dans le cadre de ce début de panorama, je voulais parler d'un format technique dont on va beaucoup entendre parler. Ce sont les entrepôts de données. Donc EDS, entrepôts de données de santé, les warehouses, alors data warehouse pour la version anglaise, et data lake aussi, donc les lacs de données dans le secteur data science. C'est forcément des notions que vous avez beaucoup entendues. Dans l'hospitalier, on va beaucoup s'intéresser aux entrepôts. Donc l'entrepôt de données de santé d'un établissement va intégrer les données administratives et médicales des patients hospitalisés ou venus en consultation. Pourquoi ce besoin? Le besoin vient d'un historique de l'informatique hospitalière qui est malheureusement enregistré, donc je vais être gentil, je vais faire attention à ce que je dis, mais qui est clairement pas très glorieux. Quand vous venez du monde de l'Internet, donc il veut bien dire inter-network, donc c'est de l'interconnexion, d'abord du réseau, ensuite des applications, vous pensez API, vous pensez protocole, vous pensez ouverture, web service. Dans le secteur de l'informatique hospitalière, c'est extrêmement siloté, et donc vous avez une première complexité d'accès à la donnée, de regroupement de la donnée qui est très fort, d'où ce besoin d'entrepôt
je vous l'image ici, hein, qui est, alors ici c'est de façon très simple, hein, mais c'est vraiment l'idée de dire tous les logiciels dans le secteur hospitalier d'un établissement produisent ou recueillent de la donnée plutôt, sauf qu'ensuite c'est des systèmes complètement séparés. Comment faire en sorte de les retrouver dans un même ensemble pour ensuite pouvoir analyser cette donnée, donc d'abord il faut le préparer, j'insisterai certainement à plusieurs reprises là-dessus, sur le besoin de préparer le dataset, préparer la donnée, et la préparer, c'est pas juste la nettoyer, la préparer c'est à la fois en vertical, en horizontal et en matriciel, hein, donc puisque vous êtes en tout cas sur une base, c'est dire quelle est ma cohorte, quelles sont les données dont j'ai besoin, et en horizontal, c'est quelles sont les variables, quels sont les champs qui m'intéressent sur cette base-là. Ben ça, vous le multipliez par le nombre de sources, le nombre de bases. C'est toute cette phase de préparation qui est extrêmement importante. Mais l'entrepôt, voilà, il va centraliser, il va stocker, il va faire la liaison entre les différentes bases, et il va commencer à préparer les données dans leur ensemble. Pour vous dire, hein, vous avez des éditeurs de logiciels, donc c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de mouvements, hein, pour casser ça, hein, pour rendre complètement interopérables les logiciels, mais il y a un historique à rattraper. Vous avez des logiciels, par exemple de facturation, de suivi de facturation ou de suivi de dossier médical, où si vous voulez exporter la base, il faut faire une demande, il y a besoin d'un travail spécifique de l'éditeur qui en plus va vous le facturer. Voilà un peu ce qui se passe dans le secteur hospitalier. Pour vous dire aussi, pour revenir juste sur celle-ci, c'est que l'entrepôt de données de santé peut être créé ad hoc, donc pas à l'échelle d'un établissement, mais pour aussi spécifiquement regrouper toutes les données pour un projet de recherche issu de plusieurs établissements, j'en parlerai par la suite, ou pour un éditeur qui souhaite créer un entrepôt pour regrouper toutes les données issues de ces différents déploiements. Deux exemples. Alors forcément, en ce moment, dès que vous parlez de données de santé, on va parler beaucoup de la Covid, hein, mais deux exemples d'établissements qui expliquent dans la presse, qui mettent à profit le travail qu'ils ont fait sur l'entrepôt de données de santé pour suivre l'épidémie. Donc les deux articles ont été postés à 3 mois d'écart, concernent 2 CHU différents, mais l'image, donc vous comprendrez, est la même. Mais l'information importante ici, c'est vraiment les gros CHU en tout cas ont beaucoup travaillé sur leur propre entrepôt. Après, ça décale le problème d'un autre niveau, c'est quelle est l'interopérabilité entre les différents entrepôts et comment, par exemple, en tant qu'éditeur de solutions et de logiciels, vous allez vous connecter aux entrepôts de l'établissement qui sont disponibles. Un exemple d'entrepôt dont je peux vous parler, c'est exemple Logipren, qui n'est pas une société toulousaine cette fois-ci, mais qui donc édite un logiciel de suivi de prescription de médicaments, notamment exclusivement pour la néonatalité. Donc il va aider les praticiens à choisir le bon médicament et le bon protocole. Ça, c'est le service qu'ils offrent. En plus, ils ont créé un entrepôt qui leur permet évidemment, avec consentement des différentes équipes et sur l'anonymisation des données, vont regrouper toutes les données issues des différents établissements pour en faire un entrepôt et pour ensuite fournir des analyses et en tout cas de l'intelligence basée sur cet entrepôt. Donc j'ai montré quelques opportunités au fil de mes exemples et surtout des startups qui ont su forcément exploiter une opportunité basée sur une donnée de santé. Quand j'ai préparé cette conférence et ensuite après avoir défini son titre, la question c'est forcément opportunité pour qui les opportunités, c'est pour les patients. Travailler la donnée de santé, c'est parce qu'in fine, ce qu'on souhaite, c'est que le patient soit mieux accompagné, mieux traité, parce qu'on va aider le soignant. On met aussi le non-patient, parce qu'on a un prisme très souvent dans la santé qui est d'aller vers le soin. Il y a un mouvement qui est d'aller aussi vers la prévention, et donc essayer
d'éviter le soin, notamment dans un secteur qui est la santé mentale, qui est un sujet dont on va parler de plus en plus, qui est en plus un peu tabou, en tout cas en France, de se dire oui, bah, je vais pas bien, mais parce que mon esprit ne va pas bien. Et comment anticiper ici le soin. Donc, opportunité pour les soignants, évidemment, pour accompagner, leur permettre d'avoir leurs soignants au sens le plus large, hein, donc les personnels, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, leur permettre de travailler dans les meilleures conditions. Opportunité pour le système de santé au global, donc ce qui veut dire aussi la sécurité sociale, hein, et puis ce côté l'accès aux soins dans son esprit le plus large. Tac, j'ai une question. Tac, ça sera pour tout à l'heure, celle-là. Mince. Hop. J'ai dit que je voulais pas prendre des questions, mais j'ai été aguiché par la notif. On est tous accros à sa notif. Pardon. Et donc, les données de santé, opportunités aussi de type clinique, mais aussi de type économique. Évidemment, il y a des opportunités pour les acteurs. Je l'ai pas mis là, mais j'aurais dû. Donc, ceux qui profitent dans le bon sens du terme, hein, de dire mais il y a une opportunité, comment on va exploiter cette opportunité pour aider le système. Donc opportunité de type clinique, donc on est vraiment dans cette idée de on améliore la qualité de soins, et puis de type économique, donc comment on permet à plus de monde d'être mieux soigné ou d'avoir une meilleure prévention et que ça coûte le moins cher possible pour la sécurité sociale, pour les assurances de santé. Tout le monde cherche évidemment à avoir meilleur service pour moins d'argent, ou en tout cas pour réorienter la dépense. Pour vous donner un exemple là-dessus, hein, vous avez travail sur le parcours interhospitalier, donc quand vous démarrez sur un CH, on va dire régional, et qu'ensuite vous devez aller vers le CHU, donc notamment au sein de ces GHT, donc les groupements hospitaliers de territoire qui ont été décidés pour regrouper des établissements, vous allez chercher à optimiser quel soin est donné où à un patient, et aussi éviter par exemple des allers-retours, des transferts qui coûtent, ou des doublons sur des examens par exemple entre différents établissements. C'est ça aussi quand on parle d'opportunités économiques. Je vais vous parler un peu de Caduceo maintenant, puisque c'est peut-être l'exemple que je connais le mieux, et vous montrer un type d'opportunité de ce qu'on peut faire avec les données de santé, ce qu'on peut faire autour du parcours de soins. Rapidement, ici sur Caduceo, donc on a cette spécialité autour de la collecte, de l'analyse, l'identification, de la prédiction. Je vais vous détailler ça dans les slides qui suivent, mais c'est vraiment cette idée de la donnée de santé et la donnée médico-administrative en premier lieu nous permet de retracer de façon numérique un parcours de soins et d'ensuite aller le travailler pour à la fois montrer, donc cette phase d'analyse, ce qui se passe, ce côté zoom out, donc un médecin, une équipe et a toujours une très bonne vue sur un parcours donné. Par contre, très souvent, une complexité technique organisationnelle de dire ok, qu'est-ce qui se passe à l'échelle d'un service, identifier des éléments importants, que ce soit quelque chose qui est recherché, une amélioration, ou qui est redouté, une aggravation, un abandon de parcours, et puis de la R&D sur la prédiction sur ce parcours, donc comment prédire des événements désirables ou indésirables qui ont été identifiés justement. Petite définition sur le parcours de soins. Le parcours, on a un article qui sortira chez Caduceo là pour bien préciser notre pensée là-dessus, mais donc c'est vraiment l'enchaînement des différents moments où vous allez dans le temps avoir des actes, des consultations, des hospitalisations, des traitements. Et c'est cette série temporelle qu'on peut recréer. Parcours de soins, c'est un terme qui est assez galvaudé, va aussi définir le parcours dans l'espace. Donc on va parler du parcours patient des fois, donc attention. Et est-ce qu'on regarde à l'échelle d'un établissement? Est-ce qu'on regarde entre la médecine de ville et l'hôpital? Est-ce qu'on regarde un seul patient? Est-ce qu'on regarde à l'échelle d'un service? À l'échelle de plusieurs hôpitaux? Voilà, ça peut être très large comme
comme vision. L'intérêt sur le parcours de soins, il est clinique et économique, comme je l'ai précisé de façon large, donc je vais passer rapidement là-dessus. Première étape du parcours, hein, ce qu'on va faire chez Caduceo soit on construit de l'analyse, soit on déploie notre produit KeoCare, donc de suivi de parcours, c'est la collecte des données. On va démarrer par le PMSI. Et on va le compléter par effectivement des dossiers médicaux, des logiciels praticiens ou des datasets spécifiques et sur lesquels on va avoir des enjeux de chaînage de ces différentes données. Une fois que vous avez votre collecte, et c'est ici d'ailleurs j'aurais dû faire dans la partie collecte, il y a toute la préparation des données dont je parlais tout à l'heure. C'est les chaînages, mais c'est aussi trouver les bonnes variables, regrouper les données en fonction de ce qui fait du sens. Donc c'est ce qu'on dit sur le data scientist, hein, la préparation des données, c'est 80% du travail. Cette partie d'analyse du parcours, c'est là où on commence à apporter de l'intelligence pour les praticiens, pour les administratifs, et donc pour comprendre l'ensemble des parcours. Donc ce que vous avez ici, c'est 2 types de visualisation. C'est sur la PMA, c'est les types de parcours selon les causes d'infertilité, donc, et ensuite les parcours qui sont adressés, c'est l'image de gauche. Et puis vous avez ici une modélisation médico-économique, donc de compréhension d'un coût du parcours en fonction de différents protocoles qui sont choisis et en fonction de la durée du parcours et jusqu'où va le parcours. Alors on va parler de coûts, on va parler aussi de gains. C'est aussi une des ambivalences que vous pouvez avoir dans ce secteur, c'est que l'hôpital va vouloir maximiser, puisque c'est aussi ce qu'on lui demande, c'est les revenus qui sont associés, donc optimiser le parcours pour éviter de garder un patient trop longtemps, par exemple, dans un lit, alors que vous avez un grand nombre de patients qui peuvent arriver derrière et qui vont vous permettre d'avoir plus d'actes et plus d'examens, et vous avez la sécurité sociale qui va essayer de minimiser le coût forcément total, tout le monde maximisant la qualité du soin. Rapidement, parce que je vois que l'heure tourne, j'ai beaucoup parlé sur l'intro, mais identification, donc c'est identifier ça je vous en ai parlé, hein, donc c'est les moments du parcours qui sont intéressants, différents types de visualisation, donc des coûts, des taux de fuite, à quel moment donné vous avez un abandon de parcours. L'abandon, il dessert tout le monde, il dessert le patient, il dessert la sécu, il dessert l'hôpital. Vous démarrez, par exemple, pour aller jusqu'à une chirurgie, à un moment donné, vous avez un patient qui arrête son parcours, il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui l'a amené vers cet abandon, et est-ce qu'il y a éventuellement des choses à mettre en place pour réduire cet abandon, un examen en plus, une consultation en plus, par exemple, pourrait aider. Ce qu'on va nous faire au niveau de l'analyse de données, c'est vraiment présenter. On n'a pas de médecin, hein, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas médecin, mais personne n'est médecin chez Caduceo, justement parce qu'on se limite à l'analyse de données, à l'intelligence des données, et ensuite l'interprétation pour le transformer en expertise clinique, on le laisse à nos clients. Prédiction, j'en parlais peut-être un peu tout à l'heure aussi, mais donc c'est comment l'historique des données peut permettre de prédire le futur. Donc l'historique d'un parcours pourrait déterminer le futur, l'historique des parcours, puisque évidemment dans ces modèles où c'est l'intelligence artificielle qui va jouer, vous allez faire apprendre un modèle basé sur l'historique. Donc, risque de réadmission, risque de réhospitalisation, l'abandon, je vous en ai parlé, avoir un modèle qui va essayer d'orienter le médecin sur le parcours le plus adapté, la prédiction du nombre de flux de patients entrants. On a travaillé chez Caduceo dans le passé sur la prédiction des flux aux urgences. Et puis, c'est pas le but de cette présentation, et aussi parce que c'est un peu en avance de phase, et on a la R&D là-dessus, et notamment une thèse sur comment vous éduquez vos interlocuteurs à ce que vous leur donnez, c'est-à-dire les modèles prédictifs, donc comment vous leur expliquez dans la santé, peut-être plus que dans un grand nombre d'autres secteurs, la boîte noire n'est pas possible. Vous ne pouvez pas juste dire, bah, voilà ce que l'IA a dit, et après, prenez ça ou laissez ça. Non, il faut accompagner, il faut expliquer le modèle et
et les variables qui marchent dans ce modèle. Et donc, ici, un exemple de modèle prédictif sur une aggravation où donc on va permettre à une équipe, donc c'est la R&D, c'est l'accompagnement à la recherche ici, c'est pas quelque chose qui est déployé encore, mais qui a un type d'utilisation de la donnée pour faire une prédiction de risque d'aggravation. Je vous ai mis une slide historique Caduceo, mais je vais aller vite. De toute façon, je vous en ai parlé un peu juste avant. Notre exemple d'opportunité, alors j'en ai parlé un peu, mais je voulais faire vous avez un grand nombre de projets de recherche européens qui ont besoin d'accéder à la donnée. Donc ici, un exemple de Remedia, qui est un projet pour mieux comprendre la contribution de ce qu'on appelle l'exposome à deux maladies respiratoires incurables, la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive et la mucoviscidose. J'en parle aussi pour parler d'une donnée qui n'est pas une donnée de santé, qui est donc l'exposome, qui va à côté du génome. L'exposome qui est un concept donc, qui correspond à la totalité des expositions, des facteurs, donc tout ce qui se passe autour de vous sur toute la durée de votre vie et qui affecte votre santé. Donc on va penser météo, on va penser pollution. C'est vraiment cet ensemble de données en fait, sur lesquelles vous ne pouvez pas influer, puisque c'est, à part changer de là où vous vivez, ce qu'on appelle l'exposome. Et l'idée de ce projet Remedia, c'est de regarder l'importance de l'exposome sur les données de santé, et notamment sur ces maladies respiratoires. Donc, où ici, vous avez le process, donc l'intégration des données cliniques et la modélisation des exposomes, et ensuite de l'analyse de données, la data science, c'est un projet qui va durer 5 ans pour essayer d'évaluer des risques et voir s'il y a une corrélation, et ensuite effectivement regarder sur la transformation de cet apprentissage en modèle économique éventuellement. Un petit focus sur Covid en termes forcément d'opportunités. Donc, je vous ai parlé beaucoup de toutes les sources de données, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Mais forcément, sur le Covid, vous aviez des données sur la population, sur ce qui se passe à l'hôpital, sur le patient, sur des données sur les molécules. Il y a eu une accélération impressionnante là-dessus. Là aussi, ça a bougé, hein, la remontée des données par arrêté a été accélérée parce qu'on était en situation de crise. Donc, les données, qu'est-ce qu'elles ont permis? Elles ont permis, je vous parlais de Data Science Against Covid, ce dashboard a été permis dans un premier temps par la communauté de data scientists, par un groupement qui s'est créé, qui a ensuite été réintégré par le gouvernement puisque c'était en open source et open data. Voilà comment la donnée a été exploitée pendant la période Covid. Ici, un autre exemple sur un dashboard Covid qu'on a déployé, Caduceo, dans une douzaine d'établissements. Donc, on a eu cette opportunité, parce qu'on était au contact d'hospitaliers, de dire comment on peut faire pour vous aider. De toute façon, tous les autres sujets sont mis en stand-by, donc soit on mettait l'équipe au chômage partiel, et ça n'a pas été le choix notamment de Mathieu Hortala, le fondateur de Caduceo, de dire non, on va aux côtés, on investit, et 3 mois de 8-12 personnes investies pour aider au mieux les établissements. Donc on a créé ce dashboard qui inclut à la fois un petit modèle prédictif sur le flux des patients à l'échelle d'un établissement, donc qui a aidé à prendre des décisions, notamment sur est-ce qu'on ouvre une nouvelle UF, donc une unité de soins, et aussi de dire comprendre mieux la patientèle Covid, puisque aucun outil n'était disponible, vous vous en doutez, pour mieux comprendre, notamment pour des établissements qui ne sont pas ceux que j'ai donné un exemple tout à l'heure, donc des gros CHU qui, eux, ont déjà peut-être, ou ont les équipes en interne pour s'équiper de ce genre d'outils de suivi basés sur de l'analyse de données. Capable aussi de regarder l'origine géographique, notamment sur le premier confinement, où l'identification de clusters était peut-être plus difficile. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Je n'ai même pas regardé si. Non, vous êtes toujours 60. Normalement, je ne vous ai pas perdu.
ce qui s'est passé avec le Covid, j'en profite pour montrer une dérive qui a un risque sur la data vise. Alors, la data vise est un outil extrêmement puissant, mais qui, là, pendant le Covid, il y a eu tout un ensemble de data vis diverses et variées. Le secteur tout le monde s'est improvisé expert données de santé, et y allait de ses analyses et repostait ou faisait un peu on a vu sur les réseaux sociaux notamment, il y avait un peu tout le monde là qui s'exprimait malheureusement en ne laissant pas la place à ceux dont c'est le métier. Puis on a vu aussi que certains concepts de data science sont assez durs à comprendre, hein, donc ça c'était ici dans le Financial Times, qui était devenu une source, mais qui montre aussi l'importance de la compréhension de ce que c'est qu'une échelle logarithmique pour comprendre en fait une évolution de courbe et l'importance peut-être d'éduquer à la donnée de santé au plus grand nombre pour être capable d'analyser au moins un certain niveau de représentation graphique. Et puis vous avez des extrêmes qui sont extrêmement on va dire logique, hein, dans le sens qu'il y a une explication à ce genre de data vise, mais c'est juste que en fait vous avez votre voilà, il faut peut-être avoir un niveau important pour comprendre. Je vais faire rapide puisqu'il me reste voilà je suis déjà à 45 minutes, mais il me reste une dizaine de slides. Je voulais finir un peu ce panorama avec des partages sur les complexités. Grande idée à garder en tête sur les complexités aujourd'hui des données de santé. L'accès aux données de santé reste, pour des bonnes et des mauvaises raisons, quelque chose qui est complexe. Le fait d'encadrer l'accès à la donnée de santé ne veut pas dire qu'il faut la freiner. Le fait d'éduquer le public, les professionnels, à comment on traite de la donnée de santé ne veut pas dire qu'il faut en freiner les usages, notamment pour améliorer la recherche, mais aussi l'organisation. Et on l'a vu avec cette initiative Codata, dont je vous ai rapidement parlé, qui regroupait tout un ensemble de sociétés expertes en data, pas forcément toutes de la santé, mais qui ont essayé de se mobiliser. Le frein, il était sur l'accès, mais aussi, vous le verrez, sur les deux bloqueurs suivants. Le deuxième ici, c'est la complexité de la donnée et son format sur lequel on est. Je vous ai parlé de base, mais j'aurais pu aussi tout simplement vous mettre un logo Excel qui montre à quel point vous avez des données qui circulent parce qu'elles sont dans un Excel qui est même pas un Excel simple, qui est un Excel qui regroupe des copier-coller de différentes bases, parce que vous avez des praticiens qui en fait ont comme seul outil un Excel pour noter et créer une base de données ad hoc. Donc la complexité de ces données en tant que telles, et de leur format et des jointures, mais je ne reviendrai pas là-dessus, mais je pense que c'est les idées clés que je voulais vous partager ce soir. Des complexités, c'est la compréhension de la valeur. Ça, c'est un des apprentissages qu'on peut avoir de chez Caduceo, mais aussi de ce groupement avec Codata, c'est partager l'importance de la valeur qui peut être générée par une utilisation des données de santé. Et ce partage doit être fait à tout niveau, au niveau des praticiens, au niveau des administratifs de l'hospitalier, mais aussi au niveau du grand public. Vous allez avoir beaucoup d'éducation sur le partage, la sécurité des données de santé. Et donc, si vous posez la question, vous imaginez ça, posez la question, est-ce que tu veux que tes données de santé soient données à des labos pharmaceutiques? Je pense que là, quand on voit déjà comment le vaccin pose débat, vous allez avoir une grande majorité qui va dire ah non, surtout pas, je ne veux pas que mes données soient accessibles à des données pharmaceutiques, à des labos pharmaceutiques, pardon. Par contre, est-ce que tu veux qu'il y ait un traitement sur la maladie que tu risques d'avoir? Oui. Est-ce que tu veux qu'on fasse évoluer la recherche pour qu'en fait, il y ait une meilleure pratique sur une aire thérapeutique grâce à l'étude de l'historique
ou des modèles prédictifs pour essayer d'anticiper ce qui pourrait arriver? La réponse va être oui, sauf que ça ne peut fonctionner que s'il y a une donnée qui est disponible pour de la recherche, pour du développement de nouveaux services. Je ne vous ai pas sorti tous les buzzwords de la health tech, mais il y a souvent aussi ce qu'on appelle les 4P. Hein, donc la médecine 4P, c'est la médecine personnalisée, prédictive, prédictive, préventive et participative. Pour aller vers ça, prédictive, forcément, il faut la donnée pour éduquer les modèles. Quelques perspectives de fin, et ensuite, on passera aux questions. Vous avez une institution que je voulais reprendre qui s'appelle le Healthcare Data Institute, qui a sorti un petit rapport basé sur une task force pour regarder comment Covid a encore plus exacerbé, je vous en ai parlé, le besoin de faire évoluer le système en termes d'enjeux autour des données. Donc, la data et le numérique en santé, hein, donc aller vers plus d'outils disponibles, le travail sur les données, pas juste sur les outils, mais vraiment sur les données accessibles, d'une certaine manière transparente, et puis ce travail collectif, dont je vais revenir juste après, qui pour améliorer la réponse à des crises sanitaires, ou globalement le suivi de notre système de santé. Ce qui va changer, c'est que voilà, il y a un intérêt plus grand la donnée de santé, les produits, les services qu'elle génère. Clairement, il y a un avant-après Covid, qui était une des dernières présentations que j'avais fait en mai. Voilà, l'avant, l'après-Covid, c'est clairement l'éducation, heureusement, va changer. Ce qui ne va pas changer, en tout cas, on va tous œuvrer pour que ça change, mais en tout cas, ce qui va mettre du temps à changer, c'est la complexité de récupérer, structurer les données issues des différentes sources et collecteurs. Est-ce que c'est le bon moment pour la data health tech, spécifiquement s'il y a des entrepreneurs ou des startups? Les investisseurs, clairement, continuent à investir dans la e-santé. Les usages évoluent, pas que pour la télémédecine, qui a peut-être été le plus grand gagnant de la crise Covid en termes de e-santé, mais pas que. Est-ce qu'il y a des nouveaux accès à la donnée? Est-ce que les institutions sont... Là, c'est plus des questions, mais en tout cas, c'est des questions qu'on se pose tous. Est-ce que les institutions publiques sont plus start-up friendly, pardon pour le franglish, mais donc est-ce s'ouvre plus à des petites structures? Là, on n'y est pas encore. Est-ce que l'écosystème va se consolider pour mieux coopérer? Il y a des mouvements qui se passent, on l'a vu autour de Ma Santé 2022, autour d'élan, de signature, autour de l'organisation de conférences digitales. Les enjeux à venir, c'est évidemment la disponibilité des données. Ce sera ma dernière slide et ensuite je m'arrêterai là. Donc, quelle disponibilité des données? Quelle éducation à l'intérêt de la data science à tous les niveaux, hein. On échange donc, au niveau des décideurs, au niveau des politiques, au niveau des tous ceux qui ont une capacité d'agir pour faire changer les choses. Il faut continuer à montrer les exemples positifs, montrer les exemples négatifs et les garde-fous, évidemment. Les enjeux à venir, c'est aussi sur tout ce qui est intelligence artificielle, comment valider et se faire approprier des modèles. Je ne vous ai pas parlé des données d'imagerie, je ne peux pas vous parler de tout en 45 ou 50 minutes, mais évidemment, c'est les modèles auxquels on pense quand on pense à l'intelligence artificielle de détection d'un élément sur une image, mais vous allez avoir encore plus de modèles d'IA. Comment vont-ils accompagner les praticiens? Comment vont-ils être validés? Comment on va informer le patient de cet usage d'intelligence artificielle? Et puis, je représente une société privée, mais avec aussi une vision de souveraineté et de bien commun pour notre société. Quelle collaboration publique-privée va-t-on avoir autour des données de santé? Tout ne peut malheureusement pas se faire dans le public, et on voit que l'organisationnel public a aussi besoin de se faire challenger par des structures comme des startups, mais aussi comme des acteurs privés qui sont peut-être plus réactifs et plus efficaces. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir.
en 50 quelques minutes. Donc c'était long, seul devant un écran. C'est pas le meilleur format pour une conférence de cette taille-là, mais voilà, j'espère avoir au moins éveillé quelques intérêts, quelques questions, quelques remarques parmi vous. Je suis à votre disposition et nous sommes à votre disposition si vous voulez échanger. Et donc, je vais regarder maintenant les questions-réponses. Alors, quelles sont les restrictions sur l'utilisation des données de SNDS? Les données médicales anonymisées d'un pays restent quand même sensibles. Non, alors, vous avez l'accès aux données du SNDS ne sont pas donc l'accès est réglementé. Vous devez montrer patte blanche. Vous avez un comité qui notamment, donc c'est le regardez sur le Health Data Hub, mais c'est je ne retrouverai pas l'acronyme. En tout cas, vous devez montrer en quoi votre projet répond à un intérêt positif. Les données médicales sont anonymisées, sont sensibles. Donc, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, ça c'est clair. Pour répondre à cette question, c'est encadré. Où se trouve la responsabilité dans ces services de santé? Si une mauvaise décision est prise à cause d'une application de santé, qui est responsable? Aujourd'hui, c'est le médecin. Alors là, je ne veux pas dire de bêtises, mais de notre connaissance, c'est toujours le médecin qui est responsable et qui a un droit et qui doit informer le patient si jamais un système basé sur une intelligence artificielle a émis un avis sur son cas. C'était aux dernières informations ce que j'en avais. Le développement c'est très proche au final de ce que vous avez sur le développement de médicaments. Vous devez, une intelligence artificielle ne peut pas arriver en tant que dispositif médical, que ce soit remboursé ou non remboursé, peu importe, mais ne peut pas arriver sans avoir prouvé une efficacité clinique par l'étude qui va bien. Ça n'empêchera pas les erreurs, tout comme il y a de l'erreur humaine. Par contre, il y a un encadrement de la mise sur le marché de dispositifs intégrant de l'intelligence artificielle, puisque c'est surtout quand ça implique de l'intelligence artificielle qu'on va regarder la responsabilité. Après, tout type de logiciel peut induire une erreur, mais pour la décision, c'est de l'heure qu'il y a de l'IA. Qu'est-ce que vous aimeriez voir apparaître dans le monde health tech d'ici 10 ans? Très bonne. C'est lié à ce que je vous mettais sur les enjeux, c'est la créativité et les inventions n'arrivent que dès lors que vous croisez les secteurs, que vous favorisez les échanges. Quelque chose dont on parle par exemple sur l'écosystème toulousain ici, donc avec le campus santé du futur, c'est le fait de mélanger les expertises. Si vous laissez des médecins entre eux, et si vous mettez des informaticiens et des data scientists à côté, vous n'allez pas avoir le meilleur impact pour la santé du futur que si vous essayez de regrouper tout le monde au sein d'un même écosystème d'une certaine façon. Donc, mélanger encore plus les pratiques, les expertises, c'est ce que je peux souhaiter. Et puis, oui, mieux utiliser. Enfin, quand vous découvrez l'hospitalier, regardez il y a encore Mathieu, le fondateur de Caduceo, me partageait un dernier tweet de Mathias Vargon, qui est un chef de service des urgences très actif sur Twitter, que je vous invite à regarder, et qui l'expliquait là aujourd'hui, qui disait on l'invite à une conférence dans un environnement virtuel, enfin c'est le retour de Second Life, donc avec toute une complexité d'installer un logiciel, et lui, il voit ça, et il voit aussi ce qu'il a comme outil informatique pour faire son métier, et le temps qu'il perd à cause d'outils informatiques, et il dit, mais vous n'avez pas mis au bon endroit. Donc peut-être ce que je peux souhaiter, c'est que les efforts soient mis dans la bonne direction pour les 10 prochaines années.
Constater à travers la Covid qu'une prédiction à partir de données médicales reste très complexe. Alors c'est un bon point, cette question. On a constaté que l'intelligence artificielle n'avait pas permis de prédire quoi que ce soit et que tout le monde s'est planté. Je pense que ça, c'est en tout cas, ça a été assez clair. Pourquoi? Parce que la majorité des intelligences artificielles aujourd'hui ont besoin de données et ont surtout besoin d'historique. Donc quand vous avez un événement qui est inconnu et qui ne peut être rattaché à aucun événement connu historique, vous n'avez pas les intelligences qui vous permettent d'anticiper quelque chose qui n'a jamais été connu. Donc c'est là où les prédictions ont été très fausses, très complexes, et sans rentrer sur le débat de ce qu'est un chercheur. Un chercheur est quelqu'un qui dit « je ne sais pas ». Et c'est ça dont on a besoin aussi, intégrer cette capacité à dire « là, je ne sais pas » et peut-être attendre avant de pouvoir m'exprimer. Comment intégrer le facteur humain dans le traitement de données médicales, mais c'est comment intégrer comment avoir accès à toutes ces données sur le facteur humain. C'est peut-être ça auquel je répondrai. Et après, j'aurais du mal à répondre un peu plus. Je n'ai pas parlé d'antériorité des données. J'aurais pensé qu'on manquait de données assez vieilles sur la santé. Quand je regarde les médecins autour de moi, l'informatique est apparue assez récemment. C'est un faux problème, car des données des 10 dernières années suffisent, par exemple, ou autre. C'est une bonne question. Je ne sais pas comment répondre à cette... on a un historique des données. Après, si vous avez des données sur les 10 dernières années, je vais vous donner un exemple, ou un contre-exemple. Les données sont... Quand vous avez des données, il faut comprendre qu'est-ce qui a pu faire changer les données, donc tous les facteurs extérieurs à ces données. La pratique, par exemple, entre le premier confinement et le deuxième confinement, le protocole de traitement de la Covid a changé. Donc, comment on traitait une maladie il y a 10 ans et comment on la traite aujourd'hui a certainement changé. Donc, c'est aussi ça le problématique d'aller chercher des données plus anciennes. Voilà ce que j'aurais pu dire. On n'a pas d'expérience, sur certains parcours, on remonte à 5 ans, mais ensuite, pas tant de problème sur l'antériorité des données. La législation est un frein au développement de la health tech. C'est pas... la législation, le cadre est important. Est-ce que c'est un frein? Ce qui est un frein, ça va être le temps de décision. Ça va être la complexité de compréhension. Après, vous avez comment ça s'appelle, Genius, par exemple, qui vient de regarder G-NIUS, qui vient d'être déployé par le ministère, qui simplifie l'accès à la connaissance sur comment développer une solution health tech. Et ça, c'est une super chose. La législation en tant que telle, c'est pas un frein. Il faut faire attention à ce qu'on déploie. Hein. Donc, j'aurais tendance à dire pas tant que ça. Le monde du sport est en avance dans la volonté de prédire. Aucune idée. Désolé, aucune idée à quel point c'est en avance. Il y a peut-être des moyens, mais je ne saurais pas dire. Je préfère pas dire de bêtises. Préparation de données, 80%. Je suis entièrement d'accord avec vous. Le temps pourrait être mieux dépensé pour plus d'intelligence. Le public devrait mieux formaliser la collecte et le stockage. Oui. Et une fois que vous avez dit ça, ça ne veut pas dire que vous savez comment aider le secteur public. Je suppose que quand vous dites le public, c'est le secteur public. Comment formaliser cette collecte et le stockage. À un moment donné, la mission des établissements, c'est de soigner. Donc, comment vous leur donnez les outils pour qu'ils puissent soigner et en même temps avoir des données qui soient accessibles par la suite. Mais la question, c'est aussi comment vous mutualisez. Vous avez un système qui fait qu'il y a beaucoup d'initiatives.
c'est là ce qu'on peut aussi souhaiter dans 10 ans, c'est ce côté collectif. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont un peu partout et comment vous essayez de concentrer les efforts pour que, par exemple, une donnée qui est préparée, elle puisse être réutilisée et que chaque personne qui a besoin de faire une étude ou une analyse ou utiliser cette donnée puisse et à la repréparer. Et puis, comment vous la faites connaître. Vous avez un nombre de données, de datasets, de cohortes qui sont en fait, qui sont cachés. Donc c'est aussi comment vous rendez accessibles ces données. Alors, je n'ai pas totalement répondu à la question, mais en tout cas, oui. C'est plus une remarque, en tout cas, votre question qu'une question nécessaire. Quel conseil vous donnerez aux étudiants vous lancer dans ce domaine? Quelles compétences vous paraissent indispensables? Faites des stages dans des health tech et puis allez au j'ai un appel, j'espère que c'est pas lié à cette conf. Allez comme pour toute startup, regardez quels sont vraiment les problèmes, regardez comment aider avec des solutions simples, allez au contact. Les médecins n'ont pas de temps, mais allez résoudre un problème qui apparaît évident. Donc vous avez des écoles, je crois qu'il y a des participants. Nous, on a quelques anciens stagiaires ou salariés qui viennent de l'ISIS, qui est une super école, donc qui fait ce lien entre le secteur informatique et le secteur médical. Et ensuite, la beauté d'Internet, c'est que tout est disponible, donc il y a une quantité de contenu, trouvez les articles des médecins, donc auto-formez-vous. Enfin, moi, c'est le conseil que j'ai toujours donné à tous les étudiants dès que je donnais des cours ou des conférences, c'est auto-formez-vous. Moi, j'ai fait 2 écoles, mais honnêtement, j'ai très peu appris du web et à l'INSA, alors quasiment rien à l'INSA, mais l'INSA m'a permis d'apprendre à apprendre, et TBS m'a ensuite permis de découvrir un peu le marketing et la com. Mais ce que j'ai appris sur le monde d'Internet et sur le monde des startups, c'est grâce à tout ce qui est disponible. Alors c'était en 2006, donc 2005, imaginez maintenant tout ce qui est disponible. Donc plongez-vous là-dedans. En tant que startup, comment appréhendez-vous le positionnement des grosses compagnies sur la e-santé? On va essayer de faire en sorte qu'on ait des GAFA issus de France et d'Europe. Donc ça c'est clair. Le fait de les données de santé sont une source d'intelligence et donc une source de valeur. Faisons en sorte que cette valeur serve notre pays, notre communauté européenne, et ne soit pas destiné à alimenter des sociétés qui peuvent devenir des contre-pouvoirs à des États, parce que c'est un peu ça le risque. C'est des magnifiques succès dont on peut s'inspirer en termes d'aventures technologiques, mais par contre qu'il faut éviter. Moi, je viens de chez Sigfox, hein, qui a pour volonté et mission d'être un acteur de la donnée, alors cette fois-ci capteur et industriel, qui reste français et européen, pour s'assurer de notre souveraineté aussi économique là-dessus. Hackathon organisé dans ce domaine? Oui, alors regardez Hacking Health, qui arrive en mars, je crois, Hacking Health Camp, qui sera en plus, je suppose, complètement remote, donc accessible à tous. C'est là où j'avais fait cette dernière présentation sur l'avant-après du Covid. Vous en avez un prochainement là, par Start in Saclay. Donc alors, ça c'est plus des équivalents Startup Weekend. Sur des hackathons, vous en avez qui peuvent être organisés, mais là, je n'en ai pas en tête. La préhension de la population sur la gestion des données de santé me semble importante, entièrement d'accord avec vous, la part des personnels de santé aussi. Il y a beaucoup. Alors là, c'est toute la complexité. Vous voyez à quel point il faut éduquer. Il a fallu éduquer sur la crise du Covid, sur le vaccin. Donc, éduquer à la donnée de santé, c'est extrêmement important, parce qu'il y a besoin du consentement, hein, individuel, heureusement. Sauf que si ce consentement il est mal orienté par une mauvaise compréhension, ça va être dramatique. Vous allez avoir des gens qui vont dire non, je ne veux pas que mes données servent, parce qu'ils ont l'impression que, je ne sais pas, pour des mauvaises raisons, mais
alors que le but, c'est que ça serve la recherche, ou ça crée des services qui améliorent la santé. Et c'est d'autant plus problématique quand ces données sont mises en public sur des réseaux sociaux. Donc c'est là où il y a un vrai problème d'éducation, d'où... Alors, le secteur que je regarde beaucoup, moi, c'est toute l'éducation numérique à l'école. Donc, c'est comment on éduque au plus tôt, de toute façon, à ces problématiques de données, mes données, et quand est-ce que, oui, je peux dire, j'accepte que mes données soient utilisées, dans quel cadre. Mais si ça fait comme l'acceptation des cookies sur Internet, qui est une bonne chose, mais qui au final, ça rajoute quoi? Ça rajoute un clic en permanence dès qu'on va sur un site, mais est-ce qu'on se pose vraiment la question? Je suis pas sûr. Est-ce que je peux répondre à ça un soir, bientôt 20h. Comment sont traitées les questions éthiques en profondeur avec le temps nécessaire dans le rush du monde des startups? Plutôt bien. Le monde des startups, pour la majorité, au-delà de ce qu'on peut voir, Startup Nation, etc., mais pour la majorité des entrepreneurs cherchent à améliorer une situation dans un cadre éthique. Et je dirais pas que c'est, je pense pas que c'est dans ce cadre de société que vous avez le plus de risques. Et le rush, en tout cas, surtout quand vous êtes dans le monde de la santé, vous êtes, par exemple, on a un sujet chez Caduceau qu'on veut aborder. On va le regarder avec forcément en premier niveau un aspect légal, réglementaire. On ne va pas se ruer sur une opportunité sans s'assurer de s'assurer que ce qu'on fait, on le fait bien. On va pas aller au plus offrant. On va pas. On a eu une DPO. Je sais que pour vous donner cet exemple-là, hein, qui ont engagé Caduceau, chez Caduceau, on était 5. Donc quelqu'un en charge de la data privacy, donc un data privacy officer. Donc vous devez intégrer ça. Dès les fondamentaux de votre entreprise. Est-ce que la crise économique liée au Covid... J'ai toujours des questions qui arrivent. C'est dommage qu'ils ne soient pas réécrits. Moi, j'aurais bien aimé vous entendre dans une conf. On vous voit, quoi. Donc, est-ce que la crise économique liée au Covid avait un impact sur l'évolution de Caduceau, les projets que vous réalisez, les clients avec lesquels vous travaillez, les recrutements? Oui, oui. Et oui, que du oui, évidemment. Il n'y a pas une société qui n'a pas eu d'impact, que ce soit positif ou négatif. Chez Caduceau, on a été impacté. Je vous ai dit, nous, on traite avec des établissements hospitaliers sur des sujets qui, à un moment donné, sont devenus secondaires. Donc forcément, tous nos interlocuteurs ont soit été mis sur le front pour gérer la crise Covid, soit ont été mis au chômage technique. Hein. C'est le cas pour des praticiens, par exemple, dans la chirurgie viscérale, qui, pour la première fois depuis très longtemps, n'ont été à s'ennuyer presque. Donc on pouvait échanger avec eux, ça c'était intéressant, mais par contre ils n'étaient pas dans la pratique au quotidien. Donc des projets ont été décalés, donc forcément un manque à gagner pour l'entreprise, mais une opportunité aussi d'interagir, de découvrir des sujets, d'explorer des choses nouvelles, de former les équipes. Ça a été hyper important pour nous de créer des nouvelles façons de travailler et de dire on va le transformer, cette crise en opportunité pour nous. Et c'est aussi ça le métier de l'entrepreneur et de la startup, c'est de naviguer dans des temps incertains. Donc, recrutement, on était 10 en début d'année, on est aujourd'hui 16. Donc on prend des risques et on investit sur le futur. Donc non, ça va pas trop... D'ailleurs, j'aurais dû le dire, parce que c'est aussi ça. On va ouvrir quelques stages. Donc vous avez rh@caduceo.com et aussi ouvrir sur la partie donc web, développement applicatif, et la partie plutôt data engineering, donc sur ces phases de préparation des données, d'entrepôt de données. On a des sujets là-dessus. Donc
surveiller un site qui va changer. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous pousser vos coordonnées si jamais ça pourrait vous intéresser, qu'on vous détaille un peu tout ça. La question sur le marché de la e-santé, quelles sont les prévisions d'évolution? Je suis pas un consultant, et c'est là où, voilà, là par contre, on est quand on est startup, on est dans le jus et on prend les données qui nous intéressent sur des sous-parties, hein, donc sur les parties parcours de soins, par exemple, je pourrais, donc comment ça peut impacter sur les parties hospitalières. Après, vous donner des chiffres, je faudra regarder, ça existe, hein, mais je les ai pas avec moi. Comment, alors, sur les systèmes d'exploitation mobile, Google et Apple, ils ont accès à des données, malgré le fait que ce soit des systèmes fermés, ils ont quand même des engagements à fonctionner en respectant donc notamment un droit d'information, hein, donc sur les données de santé, comment elles sont traitées, donc même les capteurs de votre téléphone, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc c'est là où on a besoin d'un État fort et une Union européenne forte pour s'assurer que ces grands acteurs, à défaut de payer leurs taxes comme ils le devraient, ça n'engage que moi, mais j'en profite, à minimum s'assurent de respecter le cadre légal de collecte et d'utilisation des données de santé. Mais là, c'est vraiment au niveau gouvernemental à l'échelle française et surtout européenne qu'il y a quelque chose à jouer. Il semble que j'arrive à la fin des questions. Il y a peut-être des ah oui, de vive voix, si vous avez des... Mais sinon, je vois plus de questions. Il n'y a pas eu de remarques non plus. Hop. Merci. Avec plaisir de partager ces modestes apprentissages, en tout cas ce secteur qui est je le dis des fois, moi je suis arrivé chez Caduceau, je ne connaissais rien à la santé, je ne connaissais rien à la data, je ne connaissais rien au secteur public. Et heureusement, je connaissais quelques trucs dans la tech, mais c'est un secteur qui a besoin qu'on investisse, et plus on sera, et c'est quelque chose que portait Mathieu aussi dans les interviews, et qu'on porte globalement tous, et que portait aussi le fondateur d'Alan dans un podcast, c'est de dire plus on sera à essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, plus in fine on en sortira gagnant. Donc quasiment venez dans ce secteur, venez inventer, venez rejoindre les rangs et venez nous concurrencer même, peu importe à la fin. Ce qui importe, c'est de préparer le futur de la santé, en tout cas un futur de la santé pour être aux côtés des professionnels avec ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de la technologie et qu'elle soit basée sur la donnée ou non. C'est peut-être ça le message de conclusion. Merci beaucoup Cédric, merci pour cette intervention, merci beaucoup à tous les participants pour les questions et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous.